Ok, bon, je pense que ça fonctionne maintenant. Bonjour tout le monde. Désolé hein, pour le retard d'aujourd'hui, c'est des soucis techniques. Voilà. Bah, alors, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce live et de pouvoir faire avec vous là, le récapitulatif de ce que nous avons vu durant les 3, 4 dernières semaines. Alors, il est 12h08. J'imagine que, il y en a qui vont arriver. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà arrivés et qui sont partis parce qu'il y avait des soucis. Je suis vraiment désolé pour cela. C'est au moment où on s'attend le moins qu'on a des problèmes techniques. Donc, alors bonjour pour ceux qui sont là. Bienvenue. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir être avec vous. Vous pouvez, alors, comme on l'a annoncé aujourd'hui, vous êtes des invités, hein, donc on va tester des choses. Moi, au niveau technique, aujourd'hui, je suis aussi en mode exploration. Donc, on va tester des choses, on va tester aussi des appels. Donc, si certaines personnes pourront essayer d'appeler pour intégrer le live, on va voir comment ça fonctionne. Moi, je l'ai jamais fait. Donc, en tout cas, sur une page professionnelle, alors on va tester tout ça aujourd'hui. Donc, salut Fab Akli. Fab Kali, je sais jamais comment appeler. Donc, bienvenue. Euh, alors, c'est quoi les nouvelles un peu? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là? C'est vendredi, vendredi soir déjà pour certains. C'est quoi les plans du week-end? Maintenant qu'on sait qu'il y a le déconfinement à, à certains endroits. D'accord, ok. Donc, Fab Kali est déjà sur la route peut-être pour aller en week-end quelque part pour profiter du déconfinement. Les autres, qu'est-ce que vous faites de cette fin de semaine qui commence? Donc, qui a déjà commencé pour certains, d'autres, nous sommes encore à midi, ici à Montréal, il est midi 10. Donc, alors, voilà. Donc, 9 personnes déjà. Dites un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir un peu qui est là, et de pas me sentir seul, de pas sentir que je parle juste à un écran. Voilà, on laisse le temps aussi aux autres d'arriver. Donc, voilà, comme j'ai 9 environ. Euh, Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, de façon intéressante, là, c'est vraiment qu'on soit encore plus interactif que la dernière fois. La dernière fois, on avait des invités, donc bon, moi, j'étais le premier à passer, hein, euh, et à, et à livrer un peu mon histoire par rapport à l'anxiété. Ensuite, on a eu Tanguy, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc qui faisait un programme sport-études et qui est maintenant ingénieur en informatique, donc qui était aussi là pour raconter son histoire, comment c'était difficile au niveau sportif, au niveau des études et l'anxiété qu'il a pu vivre par rapport à ça. Et la semaine passée, on avait la chance, la joie de pouvoir accueillir Catherine Allary, qui est non seulement, comment je peux dire ça, une professionnelle, une intervenante en relation d'aide, donc qui coach les gens, mais qui aussi a un vécu là par rapport à l'anxiété. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu faire le tour de tout ça, on va un peu résumer tout ça. Donc moi, ça m'intéresse un peu de savoir qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça, là, de toutes ces trois histoires. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez appris quelque chose d'abord? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Ça, c'est ma première question. Est-ce que, il y a des choses où vous dites, ah, bah, ça, je ne savais pas, c'était intéressant de le savoir, ou alors, bah, je savais déjà un peu les choses que je devais faire par rapport à l'anxiété et tout. Mais peut-être que je n'étais pas encore passé en action et que j'attendais. Donc allez-y, ne soyez pas timide. Je vois qu'il y a au moins 7 personnes-là qui sont connectées. Ne soyez pas timide, répondez si vous le voulez bien, pour qu'on puisse poursuivre la discussion. Sinon, je vais faire le one-man show. Ce que je n'aime pas beaucoup.
Un autre, en fait, ce que je vois, si je peux peut-être pour vous permettre, pour vous donner le temps de vous réchauffer, ce que j'ai constaté de façon générale avec le lien commun entre tout mon histoire, l'histoire de Tanguy, l'histoire de Catherine, et puis je dois aussi dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont partagé leur histoire de manière, comment je peux dire ça, informelle, donc ils m'ont soit écrit, qui m'ont soit appelé, qui m'ont texté, qui ont écrit sur notre page pour nous partager aussi leur histoire. Donc, si on se mettait à faire des live là pour partager un peu l'histoire enfin, de chacun, je pense on en aurait pour au moins des semaines pour pouvoir partager ces histoires-là. Mais je vous remercie déjà pour cette ouverture parce que l'idée de pouvoir faire ça, c'était évidemment de libérer la parole, d'avoir un espace où on peut dire les vraies choses comme j'aime souvent le dire et où on peut essayer ensemble comme ça de trouver des outils pour pouvoir s'en sortir. Et un des enjeux qui revient toujours, un des défis qui revient toujours par rapport à l'anxiété, même par rapport au stress, hein. Donc le stress, j'en parlerai une autre fois, parce que le stress et l'anxiété, c'est pas la même chose. Mais ce qu'on voit généralement, c'est que ce qui arrive, c'est cette espèce de paralysie. Donc, nous avons envie de faire quelque chose, nous sommes intéressés par un projet, nous sommes en train d'avancer dans la vie, et puis, soit il y a un événement qui arrive, ou une succession d'événements qui arrivent, comme Catherine l'expliquait la dernière fois, et viennent gruger notre confiance en nous-mêmes, et créer une espèce d'anxiété, d'anticipation, de projection à l'avenir, mais de façon négative, qui vont faire en sorte que nous soyons paralysés. Donc on n'ose plus faire certains projets qu'on a envie de faire, on ne croit plus vraiment en nous-mêmes, on a une espèce de... C'est comme si on était un peu enchaîné quelque part. Des fois, ce sont des projets qu'on a envie de lancer. Et là encore, on va se poser des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que? Et on commence à anticiper des scénarios négatifs qui pourraient arriver, qui font en sorte que bah, on ne doit pas faire ça. Donc l'anxiété, vraiment pour certains, une dimension de paralyser par rapport au fait d'avancer dans la vie. Et ça, si vous vous rappelez, la dernière fois quand je discutais avec Catherine à Larry, je disais que l'anxiété, il y a trois dimensions principales. Donc, il y a la dimension, l'anxiété qu'on a dans notre tête ou dans le discours interne qu'on se fait. Donc, c'est quoi mes idées, c'est quoi mes pensées, qui font en sorte que bah, elles vont me paralyser, elles vont me générer de l'anxiété. Il y a une dimension physique, ça, je pense que maintenant vous le savez. Donc, des symptômes que je vais ressentir et des fois, je ne sais même pas que c'est de l'anxiété. Je ne vais même pas faire le lien avec l'anxiété, avec les choses qui me préoccupent. Je vais me dire, ah, c'est bizarre, je me sens un peu mal. On dirait que j'ai un peu du mal à respirer ces jours-ci. J'ai différents enjeux. Donc, ça, il y a de cette partie cet élément. Et puis, un élément comportemental. Et l'élément comportemental, c'est vraiment tous les comportements qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire à cause de l'anxiété. Alors, si je parle des comportements qu'on va faire, c'est par exemple éviter certaines choses. Quand on parle par exemple d'anxiété par rapport à l'anxiété sociale, ça existe. Il y a différentes sortes d'anxiété, hein, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans les classes d'anxiété, on va parler des phobies. Donc, des phobies, par exemple, c'est le fait d'avoir peur je sais pas moi, des mouches, le fait d'avoir peur des araignées, le fait d'avoir. Donc, ça, ce sont des types d'anxiété vraiment très spécifiques à un objet ou à une situation très particulière. Il y a ce qu'on appelle l'anxiété sociale, donc la peur de, de se retrouver là, enfin, c'est souvent basé sur le jugement des autres. Donc l'anxiété sociale, c'est le fait de la peur de se retrouver dans un cadre avec d'autres personnes où on risque d'être évalué ou jugé. Et donc vous voyez qu'une personne, par exemple, qui a de l'anxiété, qui vit de l'anxiété sociale, aura du mal à percer dans certains domaines d'activité. Donc, si par exemple je vis de l'anxiété sociale, mais que mon travail exige que j'aille rencontrer des clients, que j'aille dans ce qu'on appelle ici au Québec des 5 à 7, donc des cocktails où je dois discuter avec d'autres personnes, où je dois faire du réseautage, ce sera difficile pour moi de pouvoir percer dans mon domaine, de pouvoir être efficace dans mon domaine parce que j'ai une dimension d'anxiété sociale, la peur de l'évaluation, de qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Donc ça, c'est un autre type d'anxiété. Il y a une forme d'anxiété dont plusieurs personnes parlaient, disaient que mais
si moi je suis de nature un peu anxieuse là, de façon générale, donc j'ai toujours comme une petite dose d'anxiété et de temps en temps, ça monte, de temps en temps, ça monte. Bon, ça, c'est des fois, ça, ça peut aller vers ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où on a peur de l'avenir, on a peur des choses qui peuvent arriver, mais on ne peut pas, c'est comme si on ne peut plus vraiment mettre la main sur c'est quoi le déclencheur, qu'est-ce qui fait réellement que j'ai peur de telle ou telle chose. Donc, et là, c'est une anxiété un peu plus globale. Et on va souvent différencier. Donc, si vous suivez un peu les types d'anxiété que je vous donne depuis, on va souvent différencier l'anxiété entre l'anxiété d'état. Ça veut dire mon état courant, mon état normal, mon état habituel, c'est d'être un peu anxieux. Donc, quand il y a une nouvelle chose qui arrive, je vais plus avoir tendance à me poser des questions, je vais plus avoir tendance à m'inquiéter des choses qui pourraient arriver. Ça, c'est ma nature. Je suis comme ça de nature. Et ça ne veut pas dire que c'est problématique, parce que ce qu'on voit, c'est que les gens, par exemple, qui ont cette tendance, vont avoir une capacité à planifier les choses. Donc, on va planifier, on va essayer de faire des plans, on va essayer. Donc, ils sont efficaces pour l'organisation, pour la planification des choses. Et des fois, ce sont comment dire ça, des compétences qui sont valorisées en entreprise ou pour certains types de métiers. Euh, mais, comme on le disait, il y a un moment où l'anxiété commence à vous nuire. Et c'est ce qu'on essaye de discuter pour voir comment est-ce que je fais quand l'anxiété commence à devenir nuisible. Donc, si j'ai l'anxiété d'état, c'est mon état naturel. Ou alors, si j'ai une anxiété situationnelle, donc qui est reliée à une situation bien précise, une séparation, un travail qui se passe mal, ou autres situations. Donc voilà. Alors, j'aimerais tenter une chose pour le moment. Vous me direz, hein, donc je n'ai pas d'autres retours que vous. Ok. Ah, excusez-moi, c'est parce que je découvre vos commentaires en même temps. Bonjour, bonjour Kelly. Bonjour Romualdine. Donc voilà, on parle de gérer la pression, que personne n'est à l'abri de. D'accord. Alors, ce qu'ils me disent, excusez-moi, bon, je suis désolé, je ne voyais pas les commentaires au fur et à mesure. J'apprends. Oui, donc merci d'avoir réagi. Je vous ai posé la question et puis je ne voyais pas de commentaires défiler. Je me disais, mais c'est quoi ça? Il me laisse tout seul. Et je vois que vous avez répondu. Donc, Romualdine, par exemple, qui dit qu'elle n'a pas pu voir les autres lives sur l'anxiété. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Que faire lorsque finalement l'aide que l'on a cherchée n'aide pas tant dans l'anxiété? Ça, c'est une vraie question. Souvent, les gens pensent que lorsqu'on va pour consulter un professionnel, bon, je vais prendre les deux cas. Catherine, la dernière fois, nous a donné des petits guides pour savoir comment est-ce que je peux identifier autour de moi quelqu'un qui peut réellement m'aider. Comme je disais la dernière fois, à peu près 80% des personnes ne vont pas consulter un professionnel. Ils ne vont pas consulter un professionnel lorsque ils ont un enjeu. Ça veut dire que la majorité de ceux-là vont voir un proche. Mais comment je vais faire pour savoir quel proche peut réellement m'aider? Ça, c'est une question importante parce que si je vais voir une personne qui n'est pas apte à m'aider, elle peut empirer la situation. Et là, par exemple, pour les dames, ça, c'est un phénomène qui est documenté, hein, qui est connu dans la littérature, que moi j'appelle souvent la rumination sociale. Je ne sais pas, euh, quand j'étais à l'école primaire, là, on nous apprenait le système digestif des animaux comme la vache. Et on nous disait que bah, la vache, elle rumine. Ruminer, et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire elle mange des herbes et tout ça. Et ça va d'abord dans une poche qui n'est pas vraiment l'estomac, mais une poche, une poche, enfin, je me rappelle plus de mes cours là, mais j'ai ça en tête. Genre une première poche. Et après quelques heures, de cette poche-là remonte la nourriture qui a été pré-mâchée. Et là, elle va remâcher encore pour que ça aille maintenant dans l'estomac. Donc, et ça, c'est le principe de la rumination. Alors, lorsqu'on a un problème et qu'on va voir une personne qui peut être un ami, un parent ou autre, si la personne fait en sorte qu'on se met à vivre de la rumination sociale, ça veut dire que elle prend le problème, elle dit, hey,
Mais c'est vrai, hein, tu as raison, ce problème-là, c'est vraiment, non, c'est grave ça, tu te rends compte. D'ailleurs, tu n'as même pas pensé à telle chose. Si ça, ça arrivait, mais tu te rends compte, si telle autre affaire arrivait, tu te rends compte, mais c'est vraiment grave, non, donc vous voyez que la personne, nous, on arrive déjà dans un certain état d'inquiétude pour venir parler à quelqu'un, et cette personne amplifie, c'est-à-dire qu'elle va nous faire voir des choses que nous ne voyons pas, des détails que nous ne voyons pas et des détails qui vont venir rajouter à notre inquiétude. Et ça, c'est très, très néfaste pour la santé mentale parce que c'est ça qui va conduire vers, vers l'amplification de l'anxiété, qui peut aller vers une attaque de panique, qui peut aller vers la dépression ou autre. Alors, Catherine nous a donné quelques petites clés. Je ne sais pas si vous vous rappelez hein, des clés que Catherine a données. Est-ce que quelques-uns peuvent nous dire les clés là, que Catherine a données la dernière fois? Là, je fais mon maître, mon enseignant là. Bon, je vais attendre les réponses. Est-ce que certains ont des... Donc, il y en a qui se reconnaissent dans la rumination sociale. Qu'est-ce que nous avons... Comment on fait pour savoir quelqu'un qui peut nous aider? Je vous écoute. Comment vous faites? Comment vous faites ça? Pour savoir que telle personne, c'est une personne à qui je peux aller parler. Donc, en attendant vos réponses, je vais lire les autres réponses que les gens ont écrites. Bonjour Daniel, Turel. Donc, alors, est-ce est-ce que vous avez des idées sur qu'est-ce que nous faisons pour reconnaître autour de nous quelqu'un qui peut réellement nous aider à vivre et ça peut être l'anxiété, ça peut être autre chose, hein, ça peut être du stress, ça peut être un problème qu'on a au travail, Ah, ça peut être un problème qu'on a au travail, ça peut être un souci par rapport à notre enfant, ça peut être n'importe quoi. Ok, donc alors j'appelle Yannick, c'est ça qui me faisait rire. Est-ce que la personne vous écoute ou est plutôt à vous donner toutes les solutions? Ça, c'est un élément important que Catherine a donné. Et figurez-vous que moi, qui suis professionnel, je suis tombé, je suis tombé dans le piège. Je discutais cette semaine avec un cousin donc, qui me parlait de ce qu'il a vécu. Et donc, il a commencé à me parler de ce qu'il est en train de vivre, comment il essaie de vivre ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis identifié, c'est-à-dire que c'est venu me chercher, c'est venu me rappeler quelque chose aussi que j'avais vécu qui était difficile. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ah, mais tu sais, c'est la même chose m'est arrivée, voilà comment moi ça m'est arrivé, voilà c'était chose et tout ça. Donc j'ai commencé à raconter mon histoire au lieu d'être à son écoute, à son écoute et puis d'essayer vraiment d'entendre ce qu'il avait à dire, de valider ce qu'il avait à dire, d'essayer de lui donner bon, comment est-ce qu'il voyait les choses, est-ce qu'il avait des solutions. Donc, mais pourquoi? Parce que d'habitude quand je suis dans mon rôle professionnel, je sais très bien faire ça. Mais quand je suis dans un rôle familial, dans un rôle d'ami, je tombe dans les mêmes pièges. Je tombe vraiment dans les mêmes pièges de raconter mon histoire, de donner des conseils, de donner. Et on est tous portés à ça. Mais Catherine nous a effectivement dit que un des enjeux, c'est de pouvoir avoir une personne qui va nous écouter. Donc le non-jugement, merci Turel, une personne qui peut nous écouter sans tout de suite nous donner des solutions. Donc qui va vraiment valider qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Oui, tu es en train, tu as des sueurs, tu as des insomnies la nuit, tu as des palpitations, c'est normal. C'est quelque chose que, et donc d'essayer d'accueillir la personne. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Juste s'asseoir à côté et puis d'écouter ou de ne rien dire, vivre un temps de silence. Et c'est très, très dérangeant, ça, pour la majorité d'entre nous. Nous ne sommes pas confortables à vivre, à écouter en silence. Prendre, écouter quelqu'un en silence, si on peut tenir la main, tenir l'épaule, juste être là pour la personne. Donc, il y a ça. Évidemment, vous avez... Bonsoir, Randall. Évidemment, vous avez... la personne doit être neutre, ça c'est bon. La personne doit aussi vraiment, comment je peux dire ça, la confidentialité. On avait parlé de l'aspect de la confidentialité. Donc, vous assurez, vous n'avez pas envie
de confier votre problème à une personne qui, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ça va se retrouver sur la place publique parce que vous n'êtes plus amis ou parce que vous avez eu un différend ou parce que vous avez eu... Donc, c'est toujours un peu délicat de choisir la personne à qui on va confier quelque chose. Et comme nous l'avons dit, des fois, on a même des personnes qui ont cette qualité-là dans la famille ou autour de nous, des amis. Donc, si je dois confier à quelqu'un de mon entourage immédiat, il faut vraiment que je juge le degré de maturité. Donc, le degré de maturité, ça veut dire, est-ce que j'ai déjà vu cette personne dans d'autres situations où on lui a confié quelque chose? Comment est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'elle me parle, par exemple, de ce que les autres lui confient personnellement? Si elle me parle de ce que les autres lui confient, je peux déjà commencer à me dire, peut-être que c'est une personne qui va parler de mon histoire ailleurs. Donc, juger le degré de maturité de la personne et voir évidemment tout ce que vous avez dit. Je suis vraiment impressionné par toutes vos réponses. Vous êtes très, 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 très bien à l'écoute. Maintenant, il arrive qu'on vive une situation qu'on n'a pas envie de partager avec une personne de la famille. Je me rappelle d'une jeune qui vivait des enjeux là au niveau de la sexualité. Donc, elle était en train de se poser des questions. Est-ce que par rapport à l'attirance sexuelle donc, elle ne savait pas exactement. Et c'était très, très difficile à aborder en famille. C'était tabou. Donc, évidemment, et ça lui générait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Évidemment, quelque chose comme ça, même si elle avait eu quelqu'un qui a beaucoup d'écoute autour d'elle, euh, c'était un peu plus difficile de se confier. Alors à ce moment-là, on peut aller vers un professionnel. Et comme, est-ce que certains d'entre vous se rappellent de, c'est quoi les deux choses qui font en sorte que on se dise, bon, peut-être que là, je devrais aller voir quelqu'un qui est formé pour la chose. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, on avait parlé de deux choses qui font en sorte que, parce que de l'anxiété, on peut en vivre. On peut en vivre au quotidien, donc c'est pas nécessairement mauvais, comme je vous avais dit lors de la première vidéo, c'est comme un voyant lumineux. Donc une lumière qui signale pour dire, fais attention, il y a quelque chose qui me dérange ici. Fais attention, il y a quelque chose qui me dérange. Et euh, on peut vivre avec une certaine dose d'anxiété tant qu'elle ne nous pénalise pas. À partir de quel moment ça devient vraiment problématique, où on se dit, bon, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que, bon, j'attends encore des réponses. Envie de suicide, perte de goût de vivre. Ok. Oui, évidemment, Adélaïde dit ouais, que des fois, quand on juge des personnes matures, elles n'ont pas le temps. Effectivement. Donc, et ça va me permettre aussi de répondre continuer à répondre à la question de Romualdine. C'est que si je suis allé voir un professionnel, bon, premièrement, je vais donner la première réponse là. C'est intéressant d'aller voir un professionnel quand, premièrement, la détresse devient telle que on a vraiment du mal à vivre là. Donc, on se a un sentiment de mal-être. Donc, souvent, quand on ne va plus dormir la nuit, on sera triste ou bien et des fois, on est souriant à l'extérieur, mais nous-mêmes, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on commence à voir que la détresse psychologique est importante, la détresse que nous vivons est vraiment importante et commence à nous peser, c'est important d'aller voir un psychologue ou un professionnel, un psychoéducateur, un travailleur social, enfin, en tout cas, bref, une personne qui est minimalement formée. La deuxième des choses, c'est si ça commence à avoir un impact sur un domaine de notre vie. Je vois par exemple Turel qui dit bah, envie de suicide, de perte de goût. Donc là, il y a déjà un danger imminent. Si on n'arrive plus à travailler, si on n'arrive plus à faire notre rôle de maman, on n'arrive plus à faire notre rôle, je sais pas moi, il y a un domaine de notre vie qui commence à être impacté, on ne sort plus. Donc avant, on était quelqu'un, on aimait voir des gens, on aimait aller euh, assister à différents événements, mais là, on ne sort plus du tout. Donc ça commence à avoir un impact. À ce moment-là, c'est bien de consulter un professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel va non seulement vous écouter, mais il connaît toute la dynamique de l'anxiété. Et donc, il va pouvoir vous donner des outils. Donc, vous dire, bah, fais ceci.
travaille ici, travaille là, et voyons ce que ça donne dans une semaine. On se revoit dans une semaine et on regarde à nouveau. Donc, sur les 3 points, au niveau des pensées, au niveau du corps et au niveau du comportement. Donc, on va avoir quelqu'un, un coach vraiment, qui va nous suivre pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, enfin, le temps que ça dure, pour nous aider à pouvoir dépasser ça. Maintenant, il peut arriver qu'on aille voir un professionnel et qu'il ne soit pas approprié. Donc, c'est comme souvent, peut-être qu'en médecine, je sais pas, c'est différent, mais moi je dis toujours que lorsqu'on va voir un, un, euh, un psychologue, un psychoéducateur, un travailleur social et autres, c'est hyper important qu'on se sente à l'aise avec la personne. Et ça, c'est le premier critère. Donc, Rumeli disait de poser la question, qu'est-ce que je fais si la personne que je pensais qu'elle peut m'aider ne m'aide pas? Donc, la première des choses, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec la personne? Est-ce que je suis vraiment ouvert à parler avec la personne? Donc, ça, et ça, c'est le premier critère. Donc, et comme on dit ici au Québec, il faut magasiner, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de chercher le bon coach, le bon professionnel qui peut réellement m'aider. Moi, quand les gens viennent me voir, la première fois qu'ils me voient, je leur dis, écoutez, là, vous avez pris du temps pour venir me voir, vous mettez de l'argent pour venir me voir, moi aussi je prends mon temps pour vous rencontrer, alors il faut que ce soit efficace, il faut qu'on travaille vraiment pour pouvoir vous aider à avancer. Si à un moment donné vous n'êtes plus à l'aise, vous sentez que ce que je vous dis ne vous aide pas, dites-le moi. Faites-moi une rétroaction tout de suite que je sache que ça ne vous aide pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec moi, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, parce que des fois, c'est